la Marie, t'as de belles dents, aussi blanches que celles de ma jument. Bonjour, nous voilà revenus sur l'émission Le Pissenlit, troisième samedi du mois pour les habitués. Donc Thierry, la dernière fois on avait parlé de quoi là? Juste un petit retour sur la toute dernière émission pour voir qu'on change bien de sujet à chaque fois. Et l'écologie, c'est un vaste domaine. Stéphane, tu m'entends? Stéphane, tu me reçois? Thierry est reparti. Bonjour Stéphane. Bonjour Thierry. Bonjour. Et donc, alors tu me disais? Oui, juste la dernière émission, pour ceux qui l'ont manqué, on avait parlé des indicateurs économiques alternatifs C'est pas vrai. avec Jean-Patrick Masson et Catherine Vandriès. C'est ça, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, oui, c'était cool. pas un sujet facile à traiter. D'ailleurs, au demeurant, ce qui était plutôt une jolie découverte, c'est que sur le fond, sur certains points, ils étaient plutôt en accord. Ouais, Plus en désaccord sur les formes que sur le fond, finalement. Voilà, donc c'était un bon petit débat, bien sympathique. Ouais. Et à notre grande surprise. Voilà, et le pissenlit, en fait, le fond de l'émission Le Pissenlit, Thierry, c'est de sensibiliser à l'environnement. Hein. Après tout, on fait toutes ces émissions sur des sujets bien variés, et on essaie de parler d'environnement, de choses que vous ne connaissez pas forcément, et nous, on découvre des fois au fur et à mesure. Et pour ça, aujourd'hui, donc, le sujet... Là, on a gagné du public, je ne sais pas pourquoi, je le sens. Ah, voilà, ouais. Aujourd'hui, le sujet, c'est on va vous parler justement de comment est-ce qu'on sensibilise les gens à l'environnement, les différentes techniques, ça marche pas. Enfin, vous êtes habitué à écouter l'émission de Pissenlit, vous êtes bien sensibilisé, mais... Ouais. Alors pour ça, aujourd'hui... Attends, parce qu'au demeurant, on va quand même, probablement à la prochaine émission, etc. Les derniers thèmes qu'on a abordés, c'était quand même l'obsolescence, ça a été l'obsolescence programmée. On était direct en phase avec ce qui se passait dans les instances. Après, on s'est occupé de la loi de contrefaçon, l'histoire des semences, et c'est en pleine actualité en ce moment. Donc on va quand même préciser qu'il y a une centaine de personnes de la Confédération paysanne, y compris des gens qui étaient prêts à jeûner et entamer une grève de la faim, qui sont montés le 21 et puis qui ont obtenu, et 21 janvier, et qui ont obtenu que normalement, par écrit, que normalement les semences soient exclues de cette loi. Donc on attend le 4 février, on va voir ce que ça va donner, mais normalement c'est plus ou moins gagné. Cela dit, on se méfie, parce que quand on les sort par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Hein. Thierry fait ce rappel-là, parce qu'on avait eu l'honneur d'avoir M. Grand-Guillaume on a parlé de ce sujet-là, c'était courant novembre à peu près. Donc on reste sur des sujets d'actualité. Voilà. On les anticipe en fait. Trop fort. Hein. Trop bon. Trop bon. Alors le troisième larron aujourd'hui. Voilà, notre invité aujourd'hui est Sébastien Appert, qui est responsable de Latitude 21. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et donc il connaît très bien les différentes techniques de sensibilisation, parce que justement il bosse là-dedans. Alors, difficile sujet, comment est-ce qu'on l'aborde? Mais Par quel bout on tire la ficelle? C'est pas évident. Donc comment est-ce qu'on sensibilise les gens au réchauffement climatique, à éteindre le robinet quand on se lave les dents, etc. C'est des grandes sensibilisations, que ce soit du hyper local avec on tourne le robinet, au très général et complètement flou, le changement climatique. On va dire, ce matin il neigeait sur Dijon. Comment est-ce qu'on sensibilise? Alors très très difficile de sensibiliser, parce que justement, comme tu viens de le dire, c'est quand même quelles sont les missions exactes de la sensibilisation à l'environnement. Est-ce que c'est le geste individuel, ou est-ce que c'est la prise de conscience globale et je dirais politique des problématiques? C'est-à-dire c'est un regard critique, et on navigue toujours dans cet exercice-là entre les deux pans. Moi, ma préférence est plutôt pour le deuxième, c'est-à-dire que je pense que on n'est pas là pour faire des techniciens. C'est-à-dire pour voir des gens qui reconnaissent les logos, qui remplissent bien la poubelle, etc. C'est important, hein, le geste individuel. Mais ça, beaucoup d'instances le font, notamment les collectivités, par rapport à leur plan de collecte des déchets, leur plan d'énergie, etc. Il y a déjà beaucoup d'actions. Par contre, j'estime, moi, ce qui manque un peu, c'est le regard critique, informé, en fait, de la problématique générale.
la problématique générale, ça veut dire, quand on parle de développement durable, par exemple, voilà, un terme un peu valise, on en a mis, on en met moins aujourd'hui d'ailleurs, on en parle moins, mais c'est un terme valise. Alors on dit, voilà, il y a des sphères économiques, sociales, culturelles, etc., qui doivent se rejoindre, et on ne se pose pas la question pourquoi, à un moment donné, en fait, historiquement, elles ont été séparées. Et si on fait une analyse critique, en fait, de ce concept, en fait, qui devrait réunir la sphère économique, la sphère environnementale, la sphère sociale, on s'aperçoit que historiquement, c'est pourquoi la sphère économique est détachée de la sphère sociale. Parce que l'économie de marché, à un moment donné, au XVIIIe siècle et XIXe siècle, elle a tout marchandisé. Et donc on se retrouve sur une critique beaucoup plus profonde, en fait, de notre système d'organisation, en fait, de nos sociétés, puisque on n'est pas là devant un fait accompli, mais on s'interroge sur l'origine. Et quand on s'interroge sur l'origine d'une problématique, on en voit un peu l'histoire et les facteurs. Et ça permet d'avoir à la fois un regard plus, je dirais, intelligent, c'est peut-être un peu présomptueux, mais un peu plus informé sur la question, et pas l'aborder comme un nouveau truc, qui viendrait, et puis oui, il y a des sphères, un concept, voilà. Et un concept, en fait, ça fait pas une pensée, ça. Les concepts servent à la pensée, mais accumuler des concepts les uns après les autres, ça fait pas une pensée, et une pensée de citoyen. Moi, je dis souvent, à l'attitude interne dans nos pratiques, on n'est pas là pour faire des techniciens. Je raconte souvent l'anecdote, d'ailleurs, qui est assez emblématique, d'une personne qui, au début de l'ouverture, en fait, on dialoguait, parce que c'est un dialogue, sur la collecte des déchets, et un monsieur me dit, ouais, moi, je suis vraiment un écolo, d'ailleurs, quel est le numéro de téléphone pour que je puisse obtenir une poubelle jaune, là où on met les déchets recyclables, plus grande. Ah. Alors, je lui ai dit, non, un écolo, il n'a pas de poubelle jaune. Alors c'était une caricature, mais je veux dire, si on a vraiment le souci, on n'achète pas d'emballage, on ne remplit pas sa poubelle de produits recyclables. On va au marché, on va chez un boucher, on a un panier bio, etc. Ouais, je ne suis pas posé la question de diminuer sa quantité de déchets finalement. Tout à fait. Parce qu'en fait, là, comment dirais-je, la sensibilisation sur le tri, c'était une sensibilisation technique. C'était nécessaire, il fallait que les gens mettent bien les emballages dans les poubelles, etc. Mais on a perdu le sens en fait. Pourquoi on le faisait? Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 10 ans après la mise en place des collectes sélectives dans les territoires, le volume des déchets augmente autant qu'on recycle et qu'on n'a pas résolu le problème. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une compréhension, justement, de pourquoi on a aujourd'hui presque 500 kilos de déchets par ménage, alors qu'en 1950, on était beaucoup plus bas, etc. etc. Donc, donner du sens, c'est pas faire des techniciens qui vont aller choisir le bon logo, etc. Même s'il faut une compréhension de ça. C'est nécessaire. Enfin, c'est nécessaire. Contribue, mais... Même chose sur l'action individuelle, l'action collective. On nous ressasse sur l'éco-citoyen, il faut être éco-citoyen. Donc ça, on s'adresse à l'individu dans sa pratique. Et on oublie que l'action collective, elle est souvent plus efficace, elle est plus générale. Faire une loi, faire un tramway, faire des investissements dans le bâtiment. Je veux dire, quand on va aller... Alors moi, ça m'horripile, par exemple. C'est le côté public sensible, quoi. Je veux dire, alors les pauvres, on va prendre le violon au développement durable et on va leur faire du violon alors qu'ils ont d'autres problèmes à régler. Ouais. On va pas dans les quartiers où les gens ont des 4x4, des piscines et qui consomment, qui ont un impact environnemental assez phénoménal de consommation, qui vont au Maroc, machin. Mais justement, ça implique la question, il y a le côté social. Les gens qui sont plus sensibles, il y a peut-être des gens ou une classe sociale qui sont plus sensibles que d'autres, quoi. Ouais, je dirais que la classe moyenne, en fait, il y avait une caricature qui est nombreuse, et assez informée, parce qu'il y a un côté un peu culturel de la sensibilisation à l'environnement. Être sensible à l'environnement culturellement, et moi je pense que c'est un peu le vecteur, en fait, de la sensibilisation, c'est comment on imagine l'avenir, comment on imagine sa vie, et comment on imagine le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, un exercice de projection de l'individu dans l'avenir. C'est pas un exercice de crainte. Toutes les communications environnementales qui sont catastrophistes, qui disent « Oh là, on va tous mourir », etc., eh ben, vous interrogez les gens, on va tous mourir, autant s'en mettre jusque-là. Oui, j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps, voilà, justement. Il y a un type dans un supermarché là, qui proposait des fraises au mois de janvier. Je fais, on a discuté, puis au bout d'un moment, je dis, mais oui, mais pour l'environnement, vous avez des enfants, etc. De toute façon, dans 100 ans, il n'y aura plus de planète. Bon, voilà, la discussion est tournée court. Il n'y a pas de pédagogie de la catastrophe, quoi. La catastrophe, si, quand les gens sont inondés, alors là, ils commencent à réfléchir, ils disent, oh là, merde, qu'est-ce que j'ai fait, là, l'urbanisation, etc. Donc ça, je pense que la pédagogie, elle n'est pas la catastrophe, mais elle doit être dans l'envie. Et l'envie, il faut montrer des perspectives nouvelles, notamment en termes économiques, en termes de pratique, en termes de santé, en termes de plaisir. Je pense que là, par exemple, on a une exposition sur la réduction des déchets, gaspillage alimentaire, etc. On sait très bien, quand on fait la cuisine et qu'on sait cuisiner, on balance moins.
Parce qu'on fait des farandoles avec les restes, on refait des soufflets, tout un tas de trucs. Mais les gens ne feront pas la cuisine parce que l'environnement est en danger. Ils font la cuisine parce qu'ils vont prendre goût de bien bouffer, et puis ils vont s'apercevoir que ça coûte moins cher, qu'il y a plus de plaisir à le faire, etc. Donc ça, c'est une culture. Mais ils ne le feront pas. Se déplacer en vélo, moi je me déplace en vélo, je ne me déplace pas en vélo parce que j'ai une sensibilité environnementale. Je me déplace en vélo parce que ça m'emmerde de prendre ma voiture pour aller en ville. Il faut la garer. C'est plus de plaisir pour moi de déplacer en vélo, et je le fais pour ça. Et je pense qu'il ne faut pas sortir cet intérêt en fait des gens. La même chose quand on comprend un sujet. Une petite aparté, justement, imaginez une société différente. En ce moment, on a une exposition, donc je parle de l'économie de service. Je dis, mais imaginez-vous que Philips, le vendeur, ou Philips ou une autre marque, le vendeur de vos ampoules, il vous vend plus une ampoule, mais de la lumière. Ça change la donne. On avait une discussion. Ça change la donne, parce que en fait, l'entreprise, si on était une société de ce type-là, elle vendrait, en fait, elle salerait une ampoule, après l'électricité, elle consommerait moins, et il faudrait qu'elle dure longtemps. Chacun aura un intérêt. Vous achetez plus une voiture, mais du déplacement. Donc là, tout de suite s'enchaîne, il y a des engrenages dans la tête qui s'enchaînent, et puis on se dit, ben oui, qu'est-ce que j'ai besoin au juste pour être heureux? Et en fait, c'est du service, c'est pas de l'objet. Et là, on peut basculer sur une vision économique du monde. Alors je ne dis pas, elle n'est pas aboutie cette vision, hein. Je veux dire, il y a encore plein d'efforts à faire. Mais si les citoyens, si les citoyens consommateurs, c'est un peu cette fracture chez chacun d'entre nous, à cette imagination, je dirais, joyeuse et voilà, comprend ça, il pourra dans ses choix politiques notamment, en fait, aller dans telle ou telle direction. Ça me rappelle une remarque qu'avait fait Jean-Patrick Masson la dernière fois quand on avait parlé des indicateurs économiques. Vous êtes toujours sur le pissenlit avec Sébastien Appert, directeur de Latitude 21. Je vous précise, le gaillard, il a fait philo, donc il va falloir qu'on lui coupe la parole. on va passer un petit morceau de musique. On va écouter Emily Jane White, Faster Than the Devil, plus rapide que le diable. Et ben allons-y, on va essayer. Coucou, c'est nous. Et nous voilà revenus dans l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus. Toujours avec Sébastien Appert de Latitude 21. Et donc, comme vous l'avez compris, il a beaucoup d'idées et envie de parler. Donc, on va le focaliser maintenant un peu sur Latitude 21. Peut-être que vous connaissez ou ne connaissez pas, un endroit à découvrir à Dijon. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Latitude 21, c'est où? Sous-titre rue de Montmusard, sur le Mont des Muses. À Dijon. C'est déjà pas mal comme parrainage, le Mont des Muses à Dijon. 33 rue de Montmusard, donc le sous-titre c'est la maison de l'architecture et de l'environnement du Grand Dijon. Et ça, je trouve ça génial, pas du Grand Dijon, mais même si on est sur le territoire, mais surtout d'avoir lié les problématiques d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, parce que justement l'environnement n'est pas un truc à côté en fait de la façon dont les hommes, je le dis souvent, c'est la façon dont les hommes occupent la planète, comment ils s'organisent et qu'est-ce qu'ils ont comme relation avec les autres, la nature, les animaux, etc. Et je trouve que c'est très important. C'est une relation à l'autre. Et entre eux. Ça, c'est super important, et je trouve que c'est, à ma connaissance, la seule maison qui lie les deux ou les trois même en fait thématiques et qui sont très très cohérentes, alors qu'en fait c'est le fruit du hasard sur le projet. Donc c'est un établissement public donc de la communauté d'agglomération dijonnaise, mais assez indépendant, avec un conseil d'administration, une bonne équipe et avec beaucoup de liberté. Et ça, j'en remercie l'agglomération parce qu'ils nous ont laissé vraiment en fait toute latitude, et le nom n'a pas été choisi pour ça, mais en fait il tombe bien pour développer, pour expérimenter. Je crois c'est vraiment très important. Moi, je ne sais pas faire. J'expérimente. Et je vois si ça marche pas. Je vois comment ça réagit. Et ça fait 6 ans qu'on est ouvert. Et que, en fait, on teste plein de choses. Il y a des choses qui marchent, on abandonne. Les choses qui marchent, les choses qui marchent, on les abandonne pas. Les choses qui marchent, c'est pas con. En général, on les garde, on les développe. Ce qui ne marche pas vraiment, genre les expositions, les livres sur les murs, on oublie, etc. Donc, c'est pas un centre de culture scientifique et technique non plus. Hein. Non plus. C'est plutôt même, je dirais, moi j'ai toujours comparé ça à un théâtre, c'est-à-dire que
c'est vraiment des plateaux, et c'est plutôt dans la gouvernance, en grand terme, dans la gestion en fait du lieu, aux citoyens, aux associations, aux différents partenaires de s'emparer de ce lieu-là. C'est vraiment un lieu très ouvert, on y vient, on a un projet, ça marche pas, c'est dans les clous, pas dans les clous. Vous proposez des choses, mais aussi les associations des citoyens peuvent dire moi j'ai des idées en tête sur l'environnement, je peux venir vous voir. Je dirais c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Oui. C'est tout le temps en fait les partenaires, les citoyens, les associations. Alors parfois le politique il a quelques envies, etc. Mais on le fait à notre sauce, et on réunit tous les gens qui ont plaisir à travailler avec nous. Et c'est un lieu vraiment vivant en fait de démocratie, je dirais la participative au sens que à chaque fois. Les projets, c'est pas un directeur, moi, qui serait dans mon bureau, qui dirait « Oh, je vais programmer un truc pendant 4 ans, alors j'ai une vision très théorique des choses et je vais mettre en place », mais c'est vraiment, en fait, produit par le tissu des différents acteurs. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour que le Alors oui, soit... alors par exemple, on a parce que c'était la cible en fait que nous avait donnée dans notre lettre de mission en fait, le Grand Dijon, intervention pédagogique dans les écoles. C'était dû parce que le Grand Dijon c'est maintenant 24 communes et en fait les maires étaient très attachés à ce que on puisse intervenir dans le tissu scolaire. Ce qui pose une question quand on atteint une école, on se dit pourquoi on y va? Il y a les profs, je veux dire, qui fassent leur boulot et puis qu'est-ce qu'on irait faire dans le milieu scolaire? Donc les principes sont vraiment d'apporter un plus. Donc on a vraiment un accord avec l'académie, le rectorat, très poussé. Et plutôt que de dire on va embaucher des animateurs, on va faire notre sauce, en fait, on a préféré développer un partenariat avec aujourd'hui 8 associations en fait, dijonnaises qui interviennent pour nous dans les écoles. Si on fait l'ornithologie, c'est la LPO. Si on fait de l'architecture, c'est Ecoville. En fait, les différentes associations. Donc ça permet d'avoir des gens passionnés, de soutenir le tissu associatif, parce que nous, on finance le dispositif, on l'organise, on le structure, on l'accompagne, on l'évalue, etc. Et aujourd'hui, on fait à peu près 1100 animations dans l'agglomération dijonnaise. Donc c'est assez considérable, puisqu'on touche à peu près 12 000 enfants sans double compte. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant vient 3 fois, on ne le compte qu'une fois. Parce que là, les chiffres, c'est toujours pareil, on peut les manipuler. Donc ça, c'est un dispositif qui fonctionne très bien et qui donne satisfaction, même s'il est perfectible. Hein, on a toujours mieux à faire, justement dans l'approche. On a quelques principes, on n'emmène pas les enfants loin de leur quartier. Il faut connaître son quartier, par exemple, si on fait l'ornithologie, il ne s'agit pas d'aller au parc des oiseaux, dans les dombes, ou etc. On peut y aller, mais si on travaille sur... voilà, il faut déjà connaître ce qui... Il y a le ciel, il y a les arbres dans sa rue, il y a son quartier, et ça, c'est important. Et puis, on a ce bâtiment qu'on a rénové en basse énergie, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui consomme vraiment peu. Alors, c'est le premier de Bourgogne, hein, c'est ça? Le premier de Bourgogne. On a un peu essuyé les plates et on s'en sort super bien. Et je touche du bois encore. Parce qu'on a eu vraiment à la fois de la chance et puis bon, des partenaires, architectes, entreprises qui ont vraiment joué le jeu. Et on a un bâtiment qui, au bout de 6 ans, vieillit bien et fonctionne bien avec des coûts énergétiques intéressants. Et là, on a 3 plateaux. Et alors, les plateaux, on produit des expositions, toujours avec des partenaires où on accueille. Donc on doit être en 6 ans à la 38e exposition. Donc on accueille, c'est ouvert tous les jours du mardi au vendredi, le samedi après-midi. Et on fait des ateliers avec les familles, c'est-à-dire qu'on peut venir s'inscrire pour faire différentes activités ludiques mais pédagogiques. Et ça permet d'être autour d'une table, de discuter, d'avoir une convivialité. Et puis on accueille des conférences, des soirées, des réunions diverses et variées. Les expositions, je suis allé voir plusieurs fois. Il y a un côté ludique, amusant, souvent dans les expositions. On essaye au maximum d'avoir des outils. Il y avait un faux hypermarché il n'y a pas longtemps. Là. Qui est encore là d'ailleurs, parce que c'est comme c'est un outil pédagogique fantastique. Et là, c'est une exposition, la première exposition que le Grand Dijon nous a demandé en fait de construire, parce que le Grand Dijon est dans un plan de réduction des déchets. Et les services en fait de l'agglomération ont dit bah oui mais il faudrait qu'on sorte un outil, une exposition. Et nous on a dit ok on le fait et on a fait un faux supermarché avec une centaine de faux produits. Il y a beaucoup d'humour et en fait c'est vraiment un outil qui fonctionne bien. Ouais. Et on parle alors pas forcément des déchets ce qu'on a dans la poubelle mais vraiment de l'impact sur l'environnement de nos consommations. Ça donne à réfléchir parce que justement sur le paquet habituellement fait vendre, là j'ai plus d'anecdotes en tête mais il y a des trucs assez rigolos pour dire, tout plein de jeux. Il n'y a pas une tablette jetable
jetables ou des choses Si, comme ça. si, sur l'obsolescence, vite, Voilà. vite acheter, vite remplacer. Voilà, c'est notre donc- slogan, nous. Soyez pas ringards, les amis. Donc voilà, c'est un côté délire pour justement amener à réfléchir sur nos gestes au quotidien. Et puis un côté, j'y tiens beaucoup, c'est pas un côté, voilà les bons produits, les mauvais produits, il y a le bon écolo, il y a le côté noir, le côté blanc, mais vraiment, par exemple, bouteille en verre ou brique alimentaire, et ben c'est pas forcément la nature de l'objet, c'est comment on organise les filières qui va faire le cycle de vie, c'est-à-dire les impacts sur l'environnement. Si vous avez comme fruit malin des bouteilles en verre que vous récupérez, que vous stérilisez, que vous réutilisez, eh ben, vaut mieux la bouteille en verre, surtout c'est local. Et donc ça, c'est plutôt bien. Mais si la bouteille en verre, on la casse dans les machins, etc., qu'on la refond et on la fait transporter, vaut mieux la brique alimentaire, qui est recyclable à 90%, quoi. En Allemagne, en fait, vaut mieux... Donc ça ne dépend pas seulement de l'objet. Et les gens, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. L'exemple que j'aime bien aussi, il y en a plein dans l'exposition, c'est la brosse à dents. La brosse à dents, 1500 tonnes de brosse à dents jetées en France. Et on est des mauvais élèves, on devrait en jeter 5000 d'après les dentistes, parce qu'on ne change pas assez souvent. Alors on se dit, bah ouais, mais alors moi, comment on fait? Eh bien, il existe des brosses à dents où il n'y a que la tête interchangeable. C'est-à-dire que là, on a vraiment une aberration. C'est-à-dire qu'on fabrique des objets, on les achète, on les jette, et on n'a pas besoin d'avoir un manche. C'est la tête qu'on doit changer, c'est pas le manche. Et en fait, on imagine... il faudrait vraiment là imposer, ou alors je ne sais pas imposer, ou inciter les fabricants à faire des manches qu'on pourrait s'offrir à Noël. Tiens, un beau manche en bois, en diamant, etc. C'est la même chose pour les rasoirs, hein, d'ailleurs. Et la même chose pour les rasoirs, les lames interchangeables, l'air du jetable, etc. Donc, et on a plein d'exemples de ce type-là, et les gens s'amusent, ils font leurs courses. On a des jeux, en fait, ils font une liste, ils font leurs courses, et après on essaie de comparer. Et je crois que c'est vraiment le dialogue qui est important, qui est visé. C'est vraiment l'interaction entre l'animateur et le public. C'est pas le public qui repart, qui a une petite fiche, bon, bah, je dois faire tel tri ou telle action, etc. C'est vraiment une réflexion. Exactement, c'est pas un jeu où on va sortir avec des points puis on va dire ouais, moi ça y est, j'ai mon diplôme d'éco-citoyen. Non, voilà, c'est pas ça du tout. C'est plutôt en fait à chaque fois réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez travaillé sur l'obsolescence, donc il y a l'obsolescence programmée, mais il y a l'obsolescence esthétique, il y a l'obsolescence technologique. Donc il y a plein de types d'obsolescence et notre société elle construit cette obsolescence, mais les citoyens aussi construisent cette obsolescence par rapport à leur choix, à leur goût, ils veulent être à la mode, etc. Donc c'est un rapport avec l'objet, un rapport qu'est-ce que l'objet m'apporte, c'est un service, une valeur. Donc voilà, il y a toute cette réflexion sur le marketing, Une fois que les gens se posent la question, ils ne sont pas perdus? Non, ils sont joyeux à mon avis. Ah oui. Et on l'a fait même avec un conseil municipal et donc avec des élus. Et je crois qu'ils sont joyeux, ils apprennent des choses. Ils apprennent des choses et il y a ils ont le plaisir, je crois, le plus important, c'est vraiment de penser. De tout d'un coup se dire ah ouais, mais c'est bien, j'avais pas pensé. D'acquérir en fait pas des compétences techniques, mais d'acquérir en fait des compétences de questionnement. Ça, c'est un vrai plaisir intellectuel. Et on lit pour ça, on va au cinéma pour ça, on écoute de la musique pour ça, pour avoir ce plaisir d'ouvrir en fait des perspectives, d'accroître sa capacité à agir dans le monde, sa capacité à comprendre le monde. Et je crois que c'est un vrai plaisir. Et moi, c'est ma seule ambition. Parce qu'après, on va dire, oui, mais alors, est-ce que ces gens changent de comportement? C'est pas possible. Au bout de 2 heures, si on changeait le comportement des gens, ça serait magique, quoi. Je veux dire, il nous faudrait une médaille, quoi. Mais ça, c'est pas possible. Le seul truc qu'on puisse faire, c'est... leur donner la possibilité de développer leur espace critique. Voilà. Exactement. Et puis de leur donner envie, leur donner de la joie. Et souvent, les gens reviennent. Parce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils vont nous inventer en fait. Ben justement, nous on va revenir après une petite pause musicale pour continuer sur le sujet et redécouvrir un peu plus l'attitude 21 et puis comment est-ce qu'on peut être sensibilisé à l'environnement. On a compris, il faut réfléchir. Thierry réfléchit à ce qu'on passe. On va écouter Millie Wells, Mama's Gonna Give You Love. Mama's gonna give you love.
De retour dans l'émission Le Pissenlit sur la sensibilisation à l'environnement. On était à Latitude 21, pas très loin, donc à Dijon, avec Sébastien Appert. Donc vous avez compris, ils sensibilisent pas mal les enfants avec des actions dans les écoles pour les faire réfléchir, ces enfants. Et donc il y a des expositions assez régulières à Latitude 21. Et donc il y a aussi des conférences de temps en temps, il y a des livres, il y a des DVD là-bas aussi. Oui. Tout ça pour, dans l'objectif de faire réfléchir à l'environnement. C'est bien ça. Oui, et c'est je pense que... disais Thierry, c'est moi qui... Mais je pense que ça, c'est des prétextes. Que ce soit les expositions, les conférences. Moi, je crois vraiment à la relation humaine et au fait que c'est vraiment le dialogue. C'est ce qu'on manque, d'ailleurs, on rêve d'outils qui... Non, on n'a pas besoin d'outils, on a envie de partager avec les autres, qui sont pas comme nous, qui sont différents, et d'échanger. Et c'est ça c'est ce dialogue-là. Et moi, ce que je m'aperçois, c'est que nos visiteurs, les gens qui viennent, que ce soit les enfants, etc., ils aspirent à ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie appétence à l'échange humain. Parce que il ne s'agit pas d'avoir un curé, un prêtre de l'environnement qui dirait la grande messe en conférence, justement, et un public. Et voilà, je vous ai tous annoncé la vérité sur les OGM, sur ceci, sur cela. Il s'agit vraiment, en fait, que les individus qui sont nos concitoyens puissent poser leurs questions, exposer l'état de leur réflexion et soient amenés, en fait, c'est ça la pédagogie, c'est emmener sur le chemin. Voilà. C'est vraiment, et c'est pas j'emmène sur le chemin quelqu'un qui sait pas et puis moi je suis le savant. Ça s'oppose à l'idée, on imaginerait des plaquettes où faut faire tel ou tel geste, telle ou telle chose, sans expliquer. Voilà la technique à faire, enfin, ou les différentes techniques pour être un bon éco-citoyen. C'est fait. Ça c'est fait. Moi j'ai fait un guide éco-citoyen, je l'ai fait plein de fois et je le fais toujours un peu d'ailleurs. Et ça marche ou alors toi, enfin, ton avis, c'est davantage de faire réfléchir les gens sur un certain nombre de thématiques, et de là, l'impact sera plus important qu'une suite de petites actions, de gestes prédéterminés où les gens feraient, mais sans réfléchir. Moi, je pense que quand les gens sont autonomes, c'est le but de l'éducation, c'est-à-dire quand ils commencent à réfléchir par eux-mêmes et à monter des trucs par eux-mêmes, en fait, c'est plus ancré que si, en fait, ils attendent la vérité, puis voilà, puis en plus, les choses changent. Un coup, on vous dit ça, c'est dangereux, après, c'est pas dangereux, bon, bref. Une petite anecdote par rapport au sachant et puis celui qui ne saurait rien. Moi, dans l'exposition là sur les déchets, il y a le commerce équitable. Alors, expliquer le commerce équitable, c'est un peu difficile, quoi. Il y a des gens qui n'ont jamais... Et j'ai un enfant de 12 ans, il m'a donné la solution. Mais il m'a dit, le commerce équitable, c'est quand personne se fait arnaquer. Et ben voilà, il n'y avait pas de besoin d'en dire plus. Lumineux, quoi, je veux dire. Et le gamin, moi, je dis, là, bravo, quoi. C'est-à-dire qu'il en savait plus... que moi, il avait compris plus en fait le sens, il avait réduit le sens du commerce équitable à une valeur, quoi. Une valeur de faire qu'en fait c'est une histoire de confiance, de respect des autres, etc. On n'arnaque personne. Et voilà le commerce, et c'est vrai ça le commerce en fait. Mais bon, personne ne se fait arnaquer. On a un jeu sur l'urbanisme, c'est pareil. Alors les enfants, on leur explique l'urbanisme, la densité, les déplacements, tout le machin. Les gamins, ils font un quartier, donc ils sont par groupe de 4, ils font chacun un quartier. Et après... il faut que ce soit les autres enfants qui ont fait le quartier qui ils vont commenter ce qu'ont fait les copains. Alors ça, c'est très drôle parce qu'on dit alors qui c'est qui a quelque chose à dire ? T'as les doigts qui se lèvent et puis de positif, tout le monde baisse les bras. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est que dans leur critique, ils ont tout compris. Ils disent ouais, le bus là il va nulle part, là il dessert pas le collège, ici il y a trop machin, mais tu vas là t'es un enfoiré parce que là t'as mis toutes les habitations dans un endroit et puis il y a des petits pavillons l'autre. Je dirais ils ont compris en fait les valeurs, le système, les choix en fait parce que politique, pas besoin, et c'est parce qu'ils ont compris parce qu'on les a fait jouer avec. Ouais. Et je pense que ça c'est vraiment important. Je dirais il faudrait presque faire des jeux où mais pas la SimCity parce que SimCity en fait c'est des schémas en fait de productivité un peu les indicateurs de PIB, mais de satisfaction globale où en fait les gens ils se mettent à la place du politique, à la place de l'urbanisme, à la place de l'industriel qui fait de la boisson gazeuse. Ils se transfèrent dans l'intérêt et dans les métiers des autres, dans la tête des autres, et pas rester enfermé dans sa petite vie, dans sa petite perspective. C'est ça qui est important, je crois. J'ai joué à cette exposition-là, où on part d'une immense table vide, et on a tout plein de petits objets qui représentent soit des arbres, soit des écoles, soit des routes, des trains, etc., des lacs. Et il faut remplir la table, il faut créer une ville. Et on se pose effectivement pas mal de questions pour que ce soit sympathique à vivre.
Après, peu de transport, enfin, etc. C'est pas mal. Donc, tu vois, ça fait réfléchir. Tous les outils, des films, etc. sont bons à prendre, mais je crois que le but, c'est un prétexte à dialoguer avec les visiteurs. Et alors, c'est vrai que d'une certaine façon, le modèle est pas... parce que tu peux pas dialoguer avec 300 000 personnes d'un coup. Donc, le modèle est plus laborieux, puisqu'il faudrait plus de monde, etc. Et tu es obligé. Alors moi, je trouve qu'il y a peut-être un saut de vecteur, mais moi, je ne joue pas dans cette cour-là, malheureusement, et je pense que c'est vraiment important, c'est la culture. C'est-à-dire que je pense qu'on changera si, comme je disais tout à l'heure, si on a un modèle culturel qui montre et qui soit désirable. Voilà. C'est-à-dire de vivre à facteur 4, c'est-à-dire en consommant 4 fois moins de ressources naturelles, etc. Les Maliens le font très bien, mais est-ce que c'est désirable de vivre comme les Maliens ? Les gens disent non, moi je veux pas vivre comme ça, je veux avoir ma douche, etc. Donc il faut montrer en fait qu'on peut atteindre en fait une certaine sobriété en termes de ressources naturelles avec un accroissement en fait du plaisir, du bien-être et du bonheur d'être ensemble et aussi de l'accès. C'est ce que les Canadiens appellent la sobriété heureuse. Et moi, je pense que c'est mieux que la décroissance, quoi. Oui, mais au bout du bout, enfin, au fond du propos, tu l'as dit tout à l'heure, il y a le rapport à l'autre, et puis il y a le rapport au temps aussi, tout bêtement. Oui, c'est-à-dire il faut prendre du temps pour la réflexion, il faut prendre du temps pour faire les choses différemment et puis se rendre compte que en fait il faut redonner de la qualité au temps. C'est mon credo, donc tu me vois venir. Mais au fond du truc, on en arrive toujours à ça, cette espèce de relation au temps. C'est-à-dire, cavaler, mais attends, pourquoi foutre je veux dire, si je laisse des trucs valables sur le côté, parce que tu vois. C'est un problème qualitatif. Ne serait-ce que quand tout à l'heure tu parlais du gaspillage et puis de la façon dont on pourrait se remettre. Et effectivement, il ne s'agit pas de décroître. Moi, je ne suis pas du tout un décroissant, je trouve ça complètement con. Mais par contre, j'aime beaucoup l'idée d'économie familiale, tu vois, parce que c'est ça, en fait, consommer différemment. Oui, mais ça veut dire qu'il faut prendre le temps, effectivement, d'éplucher des légumes, tu vois, de refaire le truc gentiment. Je ne dis pas qu'il faut se racheter des cuisinières en fonte, mais au fond du truc, c'est un rapport au temps, et c'est évidemment un rapport à l'autre. On bouge pas de là. Il faut faire l'effort de considérer l'autre, quoi. Faut pas se contenter juste de ce qui se présente. Il y a toujours, c'est rare qu'on tombe vraiment sur des sales cons, hein, en fait. Au bout du bout, quand tu grattes derrière quelqu'un, il y a toujours quelque chose de rigolo, de décalé. Après, pour interpeller justement, il y a cette histoire d'interpellation, de faire réfléchir. Il faut avoir de la curiosité en même temps. Mais il faut trouver le bon axe. Le bon axe, on parlait un peu du côté social tout à l'heure, en fait, les différentes classes. Et moi, pour avoir fait des actions dans la rue, il y a toujours des gens qui vont dire « Ouais, c'est super ce que vous faites, d'interpeller, de sensibiliser, etc. » Et il y a toujours des gens qui disent « Mais vous êtes une bande de cons. » Donc après, voilà, il y a des gens qui vont, parce que ça les touche dans le travail, ou leur façon de vivre, ou ils n'ont pas eu cette réflexion, ou pas la même. Donc, avec certaines personnes, on peut faire réfléchir vite, j'ai envie de dire, ou interpeller assez rapidement, les gens vont comprendre rapidement. Et d'autres fois où, là, il y a toute une démarche peut-être beaucoup plus globale à avoir, ou... personne ne se remet en question spontanément. Ouais. Personne ne fournit ça. Ça dépend. Mais non, personne n'a envie de faire ça. Enfin, faut vraiment être dans une espèce de démarche par rapport à soi ou la construction. pas nécessairement. Non, mais déjà, tu as des gens qui aiment avoir. Tu peux dire, ok, ouais, je vois que ce que je fais n'est pas top. C'est déjà un bon pas. Après, le fait d'agir en conséquence, c'est le deuxième pas. Mais encore faut-il avoir les moyens oui, les moyens des fois financiers, c'est pas toujours évident. Non, il y en a beaucoup, ils sont complètement clivés dans une situation contre laquelle ils peuvent. Mais le côté comprendre que ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, mais comprendre ce qu'on fait n'est pas bien pour l'environnement, c'est pas toujours évident à percevoir. Il y a un vrai problème dans communication avec la chute des idéologies. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, en fait, ils pensent que réflexion, ça veut dire idéologie. Et ça, c'est un vrai problème, en fait, par rapport notamment à des militants un peu radicaux. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive... Alors, je suis anti-nucléaire, je suis etc. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive déjà à une position, en fait, qui est arrêtée, alors qui est souvent le fruit d'une maturité, etc. Et en fait, le public, il a peur de ça. Il a peur de ça, alors qu'il baigne dans une idéologie libérale, de marché, etc., en permanence, qui ne s'en rend pas compte, parce qu'elle est diluée dans tous les médias. Mais une voix dissonante, en fait, pour lui, c'est un propos idéologique. C'est les curés du machin, Et donc, tout de suite, il y a une caricature là-dessus. Et donc, il faut faire rentrer les personnes. Il faut... Je dis...
la pensée, elle n'est efficace, elle n'est féconde que si elle a été construite par la personne. Et ça, c'est important. Et elle n'est pas rentrée parce qu'on l'a fait peur ou parce que tout d'un coup on a fait une belle conférence ou machin. Ça ne marche pas. Il y a un truc auquel tu me fais penser justement, c'est ce qui fait peur et qui rebute pas mal de gens, c'est qu'il y a beaucoup d'écologistes qui sont anti-OGM, anti-nucléaire, etc. Et il y a un truc assez amusant avec justement les villes en justement avec les villes en transition, ils sont pour justement consommer moins d'énergie, comme ça de toute façon on n'a plus besoin de nucléaire, ou pour rien que déjà la thématique, enfin la sémantique, je sais pas comment on appelle ça, sémantique, voilà. Le registre. Voilà. Et même déjà rien que le fait d'être anti-nucléaire ou pour arrêter le nucléaire, c'est tout bête. Hein. Mais on fait moins peur. Pour une société sans nucléaire, c'est pas la même chose d'être anti-nucléaire. Exactement. Parce que ça ne veut pas dire que le nucléaire c'est le diable ou le mauvais ou le méchant ou etc. Quoi. Je veux dire, on est plutôt pour un mode de fonctionnement, une organisation de ressources énergétiques qui est différent. Voilà. C'est pas la même chose. Après, il faut expliquer pourquoi justement tout l'intérêt de sensibiliser, de faire ouvrir les yeux, de faire réfléchir. Pourquoi on peut être anti ou pour l'opposé, quoi. Mais je crois que c'est un travail. Je veux dire, l'attitude interne, au moins, le mérite d'exister sur l'agglomération. On a un outil, mais on devrait développer ça partout, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que ces outils-là sont insuffisants dans le territoire, quoi. Je veux dire, on est le pot de fer contre le pot de terre, quoi. Ouais. Nous, on est le pot de terre. Ouais. Bon, tu as lu le principe responsabilité et la barbarie de Michel Henry, quand tu as fait ça, t'as pas lu ça? On va revenir là-dessus après la petite pause, hein, Thierry? Oui, allons-y pour la petite pause. Alors, Beauté pour tous, ça s'appelle La prison d'Éden. C'est marrant comme titre, ça. Et voilà, après la pause musicale, on l'aura compris, une petite phrase que j'ai retrouvée dans une revue. La sensibilisation à l'environnement, c'est améliorer notre quotidien et préparer notre avenir. Donc, je refais. Améliorer notre quotidien et préparer notre avenir passe par l'éducation à l'environnement. Donc il y a une partie éducation, une partie éducation comme on l'a vu au début, l'attitude 21 le fait pas mal dans les écoles. Et aussi, il y a ce que je rajouterais, ce que Sébastien a dit, faire réfléchir. Réfléchissons sur dès qu'on parle d'environnement ou dans le quotidien, est-ce que ce qu'on fait, c'est bien pour l'environnement? Alors, sans se prendre trop la tête, parce que j'imagine que les gens n'ont pas envie de se prendre toujours la tête sur est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien. Mais comment agir ou comment... Réfléchissons justement à ce terme éduquer à l'environnement ou au développement durable dans les circulaires du ministère, c'est le EDD, éducation à l'environnement et au développement durable. Faudrait-il savoir ce que ça veut dire. Alors moi, toute cette sémantique-là... Mais moi, à chaque fois que j'interviens dans ces milieux-là, mais de façon assez sympathique, je leur dis, mais c'est n'importe quoi. C'est éduquer. Comme si l'environnement, le développement durable, c'était des matières à part. Si aujourd'hui, quand on éduque un gamin, un futur adulte en autonomie, on lui explique pas les problématiques, les enjeux en fait qu'il aura à relever demain, et qu'on a à relever aujourd'hui, mais on ne l'éduque pas. Donc en fait, c'est n'importe quoi de rajouter en permanence comme si c'était des matières différentes. Oui, parce que ça peut s'intégrer. J'ai en tête, par exemple, la géographie, l'urbanisme, ça fait de la géographie. Les maths la physique, justement, la limite des matières fossiles, l'énergie est derrière. C'est la physique. La biologie, c'est la biodiversité. Donc en fait, c'est éduquer. C'est pas une matière à part, le développement durable. C'est pas une matière. L'environnement, c'est pas une matière. C'est juste éduquer, et puis éduquer avec les contraintes. C'est-à-dire, le vrai problème, pourquoi on réfléchit à ça, c'est pas parce que c'est parce qu'on y est un peu obligé. Parce qu'on voit bien qu'en fait, il y a un vrai problème sur les ressources, sur le changement climatique, sur le développement qui se fait à force de gaspillage, sur la matière organique, sur la biodiversité, etc. C'est parce qu'il y a un problème concret et physique
qu'on est obligé de le regarder en face, à moins de faire l'autruche, et puis voilà. Et donc c'est une nécessité, c'est pas juste un plaisir, oh tiens, on sait pas quoi faire aujourd'hui, et puis par plaisir on va le faire. Donc à partir de là, si on veut, et il faut éduquer les enfants comme les adultes, hein, si on veut que les gens soient éduqués et citoyens et puissent faire des choix dans leur vie, des choix politiques, des choix en termes de travail, des choix en termes éthiques, etc., en termes de relations avec l'autre, qui soient informés, il faut éduquer. Et éduquer, c'est pas non plus des gens qui seraient... c'est pas de la propagande, hein. Oui, non, mais voilà, c'est pas des curés qui seraient formés dans un séminaire du développement durable qui viendraient faire la messe aux gens. Non, ce serait plutôt un bistrot de pays. Ouais, c'est éduquer, les gens aussi sont éduqués. C'est essayer de mettre des connaissances en commun, on est une société de la connaissance, et puis, alors après, et ça c'est pas le rôle de l'attitude 21, il faut que les gens s'organisent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a, pour rénover leur logement, pour changer, il faut qu'ils changent de comportement, qu'ils s'organisent, qu'ils essayent de pousser le politique en général, en fait, à faire des choix qu'ils considèrent comme plutôt positifs. Et pour ça, il faut qu'ils soient informés. C'est ça. Et sur la ville, tu poses la question de la qualité de la formation, en plus. Voilà. Pas seulement informés, mais qualitativement informés. Alors, sur l'information, il y a un truc aussi. Moi, je suis pour la sortie nucléaire. Donc, je suis pour la sortie nucléaire. Et des fois, quand j'interpelle des gens là-dessus, je leur dis, mais allez aux conférences qui dénoncent le nucléaire, mais aussi allez aux conférences pour le nucléaire. Comme ça, vous aurez votre propre avis. Après, vous verrez, voilà, mais je ne veux pas qu'il y ait un seul avis, justement. L'information, les gens puissent réfléchir là-dessus. Mais pour s'informer, encore une fois, il faut avoir la curiosité, il faut avoir l'envie, il faut avoir le temps. Et donc, il faut qu'on ait un modèle culturel qui fait que les gens aspirent à avoir cette appétence. Je veux dire, quand on a les gens... ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot appétence. Oui, parce qu'il faut de l'appétit pour apprendre. Je veux dire, on n'apprend pas sous la contrainte ou par la peur. On apprend parce qu'on a de l'appétit. Et on a de l'appétit parce qu'en fait, on y trouve une joie et un plaisir. Moi, je crois vraiment à ça. Donc, ça c'est vraiment la formation. Et on a un système scolaire qui souvent, je ne le critique pas trop, mais souvent, en fait, qui casse un peu cet appétit, quoi. Je veux dire, avec ces notes, avec ces évaluations-là. Je veux dire, apprendre dans la joie, dans le plaisir, ça ne veut pas dire qu'il y a des contraintes, que ce n'est pas une discipline. Mais apprendre de la musique, par exemple, c'est une joie et une discipline, c'est une contrainte. Il faut éduquer ses doigts, etc. Mais quel plaisir de capacité à être, de capacité à ressentir. Et c'est exactement la même chose, en fait, pour tous ces autres sujets, quoi. Alors, sur Dijon, comment est-ce qu'on peut prendre plaisir? Il y a l'attitude 21. Est-ce qu'il y a des l'attitude 22, l'attitude 23. Est-ce que tu donneras d'autres conseils sur... bon, j'imagine qu'il n'y a pas que l'attitude 21, ou alors ou les prochaines expositions. Comment est-ce qu'on pourrait, là, donner envie aux Dijonnais, ça y est, vous entendez ce samedi matin, l'émission, allez. Venez cet après-midi à l'attitude 21. Voilà, déjà. Il y a une expo, il y a plusieurs expos en ce moment qui marchent plutôt bien. Une expo sur l'histoire du quartier qui rappelle justement que pourquoi en fait on a des déchets. Parce qu'avant, rue de Mirande par exemple, on avait 3 bouchers, 5 épiciers. Aujourd'hui, il n'y en a plus un. Et donc en fait, ce qui a entraîné l'accroissement des déchets, c'est pas notre plaisir personnel, c'est qu'on est en libre service. Tout est en libre service, donc on multiplie les emballages. Si vous allez au marché, et donc vous comprendrez ça. On a une exposition beaucoup plus ludique sur l'architecture pop-up, là c'est du papier plié, là on est dans quelque chose de plus ludique, de plus artistique, mais qui donne une réflexion sur les formes architecturales, etc. Et puis on a toujours encore cette exposition sur un faux supermarché où on a plein de blagues et de trucs intéressants à comprendre. Et puis il faut venir parce qu'on est là aussi. L'équipe, et voilà, c'est vraiment... Oui, on peut facilement poser des questions et c'est assez ouvert sur le reste de la ville. D'ailleurs, l'attitude 21... on est en partenariat avec les UT, avec la fac. Moi, je veux dire, on est en partenariat avec... autant qu'on peut, parce qu'on est quand même une petite structure. Hein. On est 3 salariés, plus une volontaire allemande, dans un programme d'échange avec l'Allemagne. Donc on est 4 à travailler. C'est pas... je veux dire, c'est pas la... Donc on aura compris. Mais autrement, est-ce qu'on pourrait justement, on a compris qu'il fallait se réfléchir, se poser des questions. Il y a l'attitude 21 ici. Est-ce que... je sais pas, utiliser des DVD. Alors, qu'est-ce que tu penses des émissions, par exemple, comme Arte ou des choses comme ça? Le thème du mardi, il est exceptionnel de qualité. Hein. Voilà, mais... Hier soir, il y avait un truc sur l'eau. Oui, il y a quand même, des sources d'informations de qualité. C'est la même chose sur Internet. Aujourd'hui, on a la grande polémique en fait, de l'information. Le vrai problème de l'information, c'est qu'aujourd'hui, moi, je trouve ça fantastique. On a un accès d'information de qualité vraiment assez général. On a besoin d'information sur Internet. Le vrai problème, c'est d'apprendre, en fait, et dans les milieux environnementaux, c'est un peu le danger,
c'est d'apprendre à discriminer l'information et à voir les sources, la qualité, parce qu'il y a tout et son contraire, et ça c'est un vrai problème en fait. Il y a des théories du complot, du machin, etc. Et donc il faut pas, je pense que là c'est vraiment important, alors sur la santé par exemple, santé, environnement, sur ces thématiques-là, il y a vraiment à boire et à manger, il faut vraiment faire attention. Je pense que lorsqu'on a des sources, Arte, je veux dire France Culture, émissions de ce type-là, qui sont informées, c'est des vrais professionnels, on peut avoir plus de confiance. Toujours est-il que ça restera toujours que des outils. Et que la vraie, c'est pas seulement de l'information, c'est le plaisir. Et je reviens toujours là-dessus, quoi, je veux dire. C'est-à-dire, on changera pas parce qu'on sait vraiment la problématique de l'eau au Mali, etc. Sur le fond du machin, je veux dire, on va pas être conférencier sur le sujet, quoi. Je veux dire, on peut en apprendre, c'est une prise de conscience, etc. Mais on sait très bien son rapport, en fait, ici, son rapport à voir comment l'eau est gérée dans mon patelin, pourquoi j'achète de l'eau en bouteille, etc., etc., quoi. C'est ça qui est important, quoi. Ouais, ça peut être justement, comme tu disais, l'eau, boire l'eau du robinet au lieu de boire l'eau en bouteille. Quand on sait comment fonctionne le système d'eau, on est plus motivé pour le faire, quoi. Exactement. Et qu'on a compris qu'on achetait du pétrole et puis qu'on achetait et qu'on payait 200 fois le prix. Au moins, ouais. Voilà, ouais. Eh ben, dis donc, pas si simple. Hein. Non, mais c'était un ça vrai... part un peu dans tous les bouts. Mais c'est ça le pissenlit. C'est ça le pissenlit. Mais voilà, et de toute façon, vous avez l'habitude, chers auditeurs, de toute façon, le pissenlit, chaque émission, on aborde un nouveau sujet et on n'apporte pas toutes les réponses, parce que de toute façon, on n'a pas toutes les réponses. Et on est là pour faire réfléchir. Donc, on va terminer sur ça. Hein, mais oui, c'était un vrai plaisir d'avoir Sébastien Appert avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir. Ben, merci à vous. Hein. Eh bien, on vous dit à bientôt alors. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Hé, la Marie, t'as de belles dents, aussi blanches que celles de ma jument.